Je voudrais remercier le Cercle Aristote pour son invitation, Monsieur Rougeron, que j'ai rencontré au Salon du Livre d'Histoire, et il m'a demandé de venir vous parler de Jacques Bainville. Alors Jacques Bainville, comme vous le savez, c'est un personnage important de l'histoire intellectuelle de la France. Mais dans cette histoire intellectuelle de la France, Charles Maurras a une place beaucoup plus importante. Pourtant, Bainville a eu en son temps beaucoup plus de succès que Maurras, succès littéraire sans nul doute, non seulement pour son œuvre d'historien, mais aussi et surtout pour son livre prophétique qui a été écrit en 1918-1919, Les conséquences politiques de la paix, dans lequel, vous le savez, il prédit tous les événements qui vont avoir lieu en 1938 et 1939 en Europe. Alors il prédit non pas avec sa boule magique, non pas comme Madame Irma, mais tout simplement avec ses connaissances, celles des peuples, celles des nations, mais aussi la connaissance des passions des hommes et de leurs instincts. Alors pendant une bonne dizaine d'années, je me suis intéressé à l'œuvre de Bainville en tant que chroniqueur de politique étrangère. Et j'avoue avoir complètement, non pas complètement, mais un peu délaissé l'historien. Pourtant, alors pourquoi cela? Parce qu'au fond, le statut d'historien a été longtemps contesté par les historiens eux-mêmes, et encore de nos jours, Bainville semble indissociable de l'histoire engagée ou de l'histoire partisane, comme l'était par exemple un Gaxot. Pourtant, si vous ouvrez un dictionnaire biographique, si vous allez dans le petit square près du ministère de la Défense, le long du boulevard Saint-Germain, eh bien, vous pouvez lire sur la plaque Jacques Bainville, 1879-1936, journaliste et historien. En 1984, Jean Montador, diplômé de sciences politiques et juriste, écrivait un livre sur Bainville intitulé Bainville, historien de l'avenir. En 2000, c'est le diplomate Dominique Decherff qui lui offrit au public une autre biographie intellectuelle sur Bainville intitulée Bainville, l'intelligence de l'histoire. Et c'est moins connu, mais les Américains s'intéressent beaucoup à l'histoire de France, et un historien américain, William Keylor, s'est intéressé dans les années 70 à l'œuvre bainvillienne et a écrit un livre intitulé Bainville, la renaissance de l'histoire royaliste dans le XXe siècle français. Alors vous avez bien entendu, il s'agit de renaissance de l'histoire royaliste. Je parlerai pour ma part de restauration. L'idée de restauration suppose celle de régénération, elle suppose celle de rénovation, de rétablissement. L'idée de restauration peut autant concerner, nous le verrons, son époque, mais aussi la nôtre, car de nombreux pans de l'œuvre bainvillienne sont intemporels. Les éditeurs l'ont très bien compris, et c'est pourquoi Jacques Bainville est régulièrement réédité. Les enseignements de son époque sont, par certains aspects, peuvent servir par certains aspects à notre époque. Bainville nous invite donc à une redécouverte de l'histoire, et cette redécouverte de l'histoire passe tout d'abord par la restauration de l'idée monarchique dans l'étude de l'histoire. Ça va être l'objet de ma première partie, la restauration de l'idée monarchique dans l'étude de l'histoire chez Bainville. Mais à quoi bon restaurer, si vous voulez, l'idée de monarchie à travers l'histoire s'il n'y a pas derrière un souci pédagogique, une volonté de transmettre, si vous voulez, un enseignement et surtout un moyen de transmission? C'est là que se situe la restauration pédagogique de l'histoire. Chez Bainville, il y a une pédagogie, la pédagogie bainvillienne, c'est ce que je verrai dans un deuxième temps. Et enfin, je verrai dans une troisième partie en quoi Bainville fait de l'histoire un instrument politique à l'usage tout simplement de l'homme politique. C'est la restauration politique de l'histoire. Alors avant de voir en quoi, pour ma première partie, l'histoire bainvillienne est une restauration royaliste, afin de mieux mesurer quel est l'apport de Jacques Bainville, il me semble important de revenir en quelque sorte sur le contexte historiographique de l'époque. Quels étaient
à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les écoles de pensée dominantes dans cette discipline littéraire qu'était l'histoire. Il n'y a pas 36 écoles historiques. Dans les années 1880, apparaît tout d'abord l'histoire dite positiviste. Cette histoire positiviste n'est pas à confondre avec le positivisme d'Auguste Comte. Il s'agit de positivisme au sens d'une discipline fondée sur des documents positifs, c'est-à-dire des documents ayant un caractère de certitude et d'évidence, exposant des faits, tenant pour rassurer. C'est ce qu'on appelle, non sans un certain mépris, l'histoire événementielle. Alors Bainville et l'Action française en général, nous le verrons, rejettent cette histoire sans saveur, qui expose les uns après les autres des faits sans rechercher les liens qui peuvent exister entre ces faits. Cette école pourtant trouve ses racines chez les érudits du XVIIIe siècle. Elle se rapproche des méthodes de l'école des Chartes et des historiens allemands du XIXe. Gabriel Monod, mais aussi Charles-Victor Langlois, Charles Seignobos, dont on trouve encore les livres sur les étalages des bouquinistes, sont des hommes donc qui s'y distinguent. Alors, ces hommes de l'école positiviste appellent à l'honnêteté intellectuelle, à une rigueur qui confine à une prudence extrême dans la recherche. Alors, cette école est notamment contre les thèses développées par l'école catholique, dont la revue des questions historiques, très populaire et je dirais même très puissante, défendait une conception providentielle de l'histoire. Les historiens positivistes refusent donc tout engagement, quel qu'il soit. C'est très important. Les historiens positivistes refusent l'engagement. Gabriel Monod et ses confrères rejetaient l'idée d'une histoire moralisante. L'histoire, disait-il, n'est pas faite pour juger. Il faut comprendre, expliquer, mais il ne faut pas louer, il ne faut pas condamner. Il ne doit pas y avoir dans la critique historique d'arrière-pensée politique. Chaque thèse avancée pour l'histoire positiviste doit scrupuleusement être soutenue par des preuves, elle doit être soutenue par des renvois, des sources et des citations. L'histoire se doit d'être descriptive et n'a pas à établir de loi. Eh bien, pour qui connaît Jacques Bainville et l'Action française, il est bien facile de déceler les points de divergence avec cette école positiviste. D'autant plus que cette école, malgré son apolitisme, bien évidemment, l'école positiviste était républicaine. La recherche historique, mais aussi l'enseignement de l'histoire dans les écoles était marqué par un idéal républicain, c'est l'idéal de la Troisième République. De 1880 à 1900, les lois sur l'éducation s'étaient employées à déchristianiser l'enseignement, à le laïciser en établissant des programmes marqués politiquement par une éducation civique et républicaine. Alors à côté de l'école positiviste, il y a une autre école qui est peut-être moins présente dans l'université, mais qui est étalée dans les manuels scolaires, c'est l'histoire romantique, c'est Michelet et les donjons noirs du Moyen-Âge. Et enfin, il y a une dernière école qui trouve son essor à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est l'histoire socialisante, c'est l'histoire qui étudie les phénomènes socio-économiques, c'est l'histoire matérialiste qui trouve ses racines dans le marxisme. Alors l'histoire a donc un triple visage, romantique, l'histoire bataille, et enfin l'histoire marxiste. Mais ce paysage historiographique et scolaire nous amène finalement à comprendre la motivation d'une réaction. Et je parle bien de réaction. C'est la restauration d'une idée monarchique. Bainville, peu de temps après avoir rencontré Maurras en 1900, lui fait part dans son enquête sur la monarchie de l'importance de l'enseignement à travers le prisme de la monarchie. Pour restaurer l'idée de monarchie, il faut la renouveler, il faut l'expliquer. Il faut, disait-il, rendre accessible au plus grand nombre des idées claires et simples sur le régime et les illustrer à l'usage des humbles, mal préparés à la réflexion et à la critique. Il y a donc avant tout, dans la démarche bainvillienne, un souci pédagogique sur lequel je reviendrai. Il s'agit d'occuper en quelque sorte, en restaurant l'idée monarchique dans l'histoire, d'occuper un créneau, si vous me permettez cette expression, un créneau intellectuel, en luttant contre les savants de la Sorbonne. Il y avait une lutte incessante entre les savants de la Sorbonne et l'Action française. L'Action française accusant en quelque sorte les savants de la Sorbonne de pédantisme.
Pédantisme, car Bainville et l'Action française de manière générale considéraient que les Sorbonnards perdaient leur temps dans leurs recherches dont ils ne tiraient ni conclusion, ni idée générale, ni leçon, ni loi. En adoptant un tel mode de pensée, l'Action française et Bainville se situaient ni plus ni moins que dans la tradition historique de Fustel de Coulanges qui, lui, croyait que l'histoire et son étude permettaient de dégager des leçons, permettaient de ne pas répéter les erreurs du passé et de trouver des solutions aux problèmes actuels. Ainsi, Maurras, Bainville et leurs amis, comme Louis Dimier, fondent l'Institut d'Action française, dont le but sera précisément d'enseigner à contre-courant des idées républicaines. Des chaires professorales sont établies, Lucien Moreau met sur pied un groupe d'études des idées royalistes destiné à la jeunesse. Bainville possède dans l'Institut d'Action française, Bainville possède la chaire de la politique étrangère. Et en dépit de son aversion à parler en public, il devient un de ses plus brillants orateurs. Mais en dehors de ses articles quotidiens de l'Action française et de ses conférences à l'Institut d'Action française, ce n'est que bien plus tard que Bainville, par la publication de 3 livres, va réhabiliter l'action monarchique dans l'histoire. Tout d'abord, avec son Histoire de 3 générations, publié en 1918, Bainville va passer en revue la politique étrangère de la France de 1815 à 1914. Il montre dans ce livre, si vous voulez, que la politique étrangère de la France a été sous l'emprise d'idéaux révolutionnaires, des idéaux incarnés exposés par Napoléon à l'occasion, dans le mémorial de Sainte-Hélène. Alors que sont ces idéaux ? Eh bien, ces idéaux sont simples, c'est le principe des nationalités qui permet la naissance ou la renaissance de pays tels que l'Allemagne ou l'Italie. C'est l'idée d'une nation révolutionnaire, la mauvaise patrie révolutionnaire, comme a pu l'appeler dernièrement Jean de Vigry. Alors, grâce aux libéraux sous la Restauration, puis à Napoléon III sous le Second Empire, et grâce aux républicains sous la Troisième République, les idées révolutionnaires ont pu se développer à l'extérieur de nos frontières. Mais, dit Bainville, ces idées révolutionnaires, de son point de vue, se sont développées contre la France. Là est le paradoxe, puisqu'au final, la France a été battue en 1870 par la Prusse et a dû faire face à un nouveau conflit en 1914. En 1919, Bainville complète sa pensée en écrivant, après l'histoire de 3 générations, l'histoire de 2 peuples. Il expose dans ce livre le danger que représente un corps germanique uni et puissant aux frontières de la France. À travers l'histoire de France, il énumère les grandes orientations de la politique capétienne à l'égard de nos voisins d'outre-Rhin. Il fait l'éloge des traités de Westphalie, qui en 1648 divisent l'Allemagne en de multiples petits duchés, comtés, villes libres, qui assurent, de son point de vue, la sécurité de la France à l'Est. Et effectivement, en 1648, à la Révolution, la France, même si elle sera souvent en guerre, notamment sous Louis XIV, eh bien, gardera sa frontière de l'Est inviolée grâce à la division régnant en Allemagne. Il faut attendre 1924 pour que Bainville, à la demande de son éditeur et ami Artem Fayard, les fameuses éditions, donc qu'à la demande de son éditeur, il écrive et publie sa fameuse Histoire de France. Par cet ouvrage, qui a été très controversé à l'époque, Bainville redore le blason véritablement de la monarchie française. C'est en cela qu'il y a une restauration de la monarchie. Alors certes, son livre comporte des erreurs, il comporte des raccourcis ou des omissions, il n'en reste pas moins capital dans l'œuvre du journaliste et de l'historien. D'autant que ce volume, si vous voulez, inaugurait une nouvelle collection, les grandes études historiques destinées à un large public. Et ce large public, eh bien, qui avait peu d'argent, eh bien, était pour la première fois confronté à un livre d'histoire grand public. En quelque sorte, Fayard a inventé le livre d'histoire grand public. J'assistais l'an dernier à un colloque sur Bainville qui a été organisé à Metz, et une des communications d'un des historiens qui était là était de montrer que Fayard, et donc le livre de Bainville, l'Histoire de France, avait véritablement révolutionné l'historiographie, parce que, au fond, l'histoire au début du siècle, elle était réservée à qui? Elle était réservée aux universitaires, point. Voilà.
il n'y avait pas de livre grand public historique. Il y avait les grandes collections du 19e siècle, les livres d'Adolphe Thiers en plusieurs tomes, mais c'était réservé à une élite. Là, il démocratise en quelque sorte l'histoire, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes chez Bainville. Et alors, le livre est un succès de librairie, l'enthousiasme avec lequel il est reçu dépasse les espérances, les tirages sont les suivants. En 2 ans, Bainville vend 80 000 exemplaires, en 5 ans il dépasse les 100 000 exemplaires, et les tirages successifs de Fayard atteignent les 300 000 exemplaires. Encore aujourd'hui, l'Histoire de France se vend. Une des dernières parutions de l'Histoire de France, c'est Thaïlandier, en format de poche. Et Thaïlandier en format de poche, ils l'ont publié il y a 5 ans, et ils en ont vendu 17 000 exemplaires. Donc c'est dire que l'influence de l'Histoire de France et l'importance de ce texte. Alors, Bainville expose dans ce texte tout d'abord l'apport de l'Empire romain, on en discutait tout à l'heure, l'apport de l'Empire romain qui a su préserver la Gaule d'une germanisation. Alors je sais que Dominique Vénère est contre cette idée, mais Bainville se situe d'un point de vue historiographique du côté de l'Empire romain. Puis Bainville explique comment les Capétiens inaugurèrent le processus d'unification nationale, tout en assurant la sécurité de l'acquis par une politique prudente. Donc, si vous voulez, Bainville montre l'œuvre des rois de France, les fameux 40 rois qui ont fait la France. Bainville ne tombe pas dans l'éloge facile, il relève soigneusement les épisodes de l'histoire de France pendant lesquels l'œuvre France aurait pu tourner court, que ce soit au moment des guerres de religion, au moment de la Fronde, ou bien au moment de la minorité de Louis XV. Alors c'est par ce livre que Bainville fait véritablement un devoir d'histoire et lutte contre la mémoire sélective de la République. 19e siècle, début du 20e siècle, l'histoire de la monarchie était peu mise en avant. Avec Bainville, elle est véritablement restaurée. L'histoire républicaine occultait le travail des rois, l'histoire républicaine produisait des mythes, les fameux mythes républicains. Et bien par son histoire de France, Bainville rétablit en quelque sorte la balance et rend justice aux rois qui ont fait la France. Mais au-delà de la restauration de l'idée monarchique, l'histoire de France est aussi un exemple de pédagogie, historique. Ce sera l'objet de ma deuxième partie. Dans les premières lignes de son livre « L'histoire de France », Bainville nous fait une confidence, ou plutôt une confession. Il dit, ou plutôt il écrit, « Quand j'étais au collège, je n'aimais pas beaucoup l'histoire, elle m'inspirait de l'ennui. L'histoire lui apparaissait comme un tissu de drames sans suite, une mêlée, un chaos où l'intelligence ne discerne rien. » En 1911, dans un article de l'Action française, il écrivait « Je me rappelle qu'au lycée, à partir de la 3e ou de la 2e, c'est-à-dire à l'âge où l'intelligence devient exigeante, nous étions généralement collégiens, pourtant avides de lecture, rebutés par l'enseignement de l'histoire. J'ai vu, continue Bainville, j'ai vu plus tard d'où venait cette répugnance. C'est qu'on ne prend pas la peine d'expliquer sérieusement les choses aux jeunes gens. » Là est le souci pédagogique de Bainville, expliquer le fait historique. L'histoire ne doit pas être, ou plutôt ne doit pas se contenter d'être narrative, elle se doit d'être explicative. Bainville, en quelque sorte, fuit la chronologie. Il ne l'écarte pas, il la fuit. L'histoire, ajoute-t-il, c'est de la politique, et la politique se décompose en mobiles divers, inspirés par l'intérêt ou la passion. Comprendre ses intérêts, comprendre ses passions, les expliquer, donner le pourquoi et le comment, tel est le but que s'assigne Bainville dans son Histoire de France. Alors cette passion d'expliquer l'histoire n'est pas nouvelle, elle remonte à l'été 1898, quand Bainville, il n'a pas 20 ans, quand Bainville formule l'idée d'écrire une biographie du roi de Bavière Louis II. Et le jeune Bainville, puisque né en 1879, encore une fois, il n'a pas 20 ans, le jeune Bainville a des intentions que je qualifierais vraiment d'inédites, et je pèse mes mots. En effet, son objectif n'est pas d'écrire une histoire du roi, mais plutôt du roi Louis II de Bavière, mais je le cite, d'écrire une étude de biographie psychologique.
là réside l'aspect inédit, là réside la démarche inédite. En effet, l'étude psychologique est un exercice tout à fait nouveau à l'époque. Bainville agit ici sous l'influence de Sainte-Beuve, qui, dans son œuvre monumentale, subordonnait l'étude ou l'examen des œuvres à la connaissance des hommes et de la manière dont ils ont vécu. Eh bien, cette méthode, le fait de connaître les hommes, leur mobile, la façon dont ils ont vécu, eh bien, cette méthode, Bainville, appliquée à la littérature par Sainte-Beuve, Bainville l'étend à l'histoire et à la politique contemporaine. Il écrit un jour de 1896, « Il faut chercher dans l'histoire la vie sensible, sous les parchemins secs et les documents inflexibles. Devant un fait historique, il s'agit de chercher un personnage qui était mêlé. » Cette vision de l'histoire, ce souci de cerner les phénomènes psychologiques, eh bien, va faire le succès du livre qui est ici, son Napoléon. Cela amènera notamment le roi d'Égypte, s'il vous plaît, à commander à Bainville un livre sur le voyage de Bonaparte en Égypte. Et on peut regretter que Bainville n'ait pas eu assez de vie pour terminer son étude de Louis XVI. Donc cette vision de l'histoire, par ce souci de cerner les phénomènes psychologiques, se manifeste aussi de la même façon dans ses articles de politique étrangère ou de politique intérieure. Bainville pense que la politique ne peut se comprendre que si l'on en possède les éléments humains. D'autant plus, et c'est ce qu'il appelle la clé d'or, que l'homme, à toutes les époques et dans tous les siècles, se ressemble, il a les mêmes passions, il raisonne et il se comporte de la même manière dans les mêmes cas. C'est le point capital. Hors de là, dit-il, il y a qu'erreur et fantaisie. Ainsi, résumons-nous, les sources d'Bainville ne sont pas tout. Alors que l'école positiviste, elle disait, il n'y a qu'une chose, ce sont les sources. Donc les sources d'Bainville ne sont pas tout. La plus grande difficulté d'écrire l'histoire, c'est d'expliquer les événements, et pour les expliquer, de comprendre les opinions, les doctrines, les sentiments, les intérêts et les positions. Il faut un grand effort de l'esprit, ajoute-t-il, il faut un grand effort de l'esprit pour se représenter les mobiles des hommes et les raisons de leurs attitudes, le pourquoi et le comment. Toutes ces motivations bainvilliennes, vous le voyez, sont absentes de l'histoire universitaire de son époque, de l'histoire officielle. Mais expliquer, comprendre les faits d'historique, connaître les hommes, ne servirait à rien s'il n'y avait pas au-delà la possibilité de transmettre ses conclusions, de transmettre, au fond, ses opinions, parce que Bainville, encore une fois, tient à restaurer l'idée de monarchie. Bainville a le souci, comme l'indiquait la lettre à Charles Maurras pour l'enquête sur la monarchie, Bainville a le souci de transmission. Il souhaite rendre accessible au plus grand nombre des idées claires et simples sur le régime, bien évidemment, et il tient à les illustrer à l'usage des humbles mal préparés à la réflexion et à la critique. Il y a donc dans la démarche bainvillienne un souci pédagogique, et c'est pour cette raison d'ailleurs que Bainville a écrit une petite histoire de France qui répond aux mêmes exigences, à la même tonalité que l'histoire de France pour adultes, mais adaptée bien évidemment à un public plus jeune. Alors on parle peu de l'histoire, la petite histoire de France de Bainville, alors qu'elle montre clairement, vraiment, ce souci pédagogique, ce souci de transmettre au plus grand nombre. Dans cette transmission, il y a aussi les autres qualités, qui sont les qualités littéraires. Et tout le monde peut lire du Bainville, car la première de ces qualités est la clarté. On lui a beaucoup reproché précisément ce penchant vulgarisateur, mais le penchant vulgarisateur a été contrebalancé par une qualité d'écriture sans pareil, en tous les cas, je ne vais pas dire sans pareil, mais une belle qualité d'écriture qui l'a amené à être élu à l'Académie française. Alors on a déduit de cette vulgarisation bainvillienne, le fait de rendre accessible au plus grand nombre, on a déduit que Bainville sous-estimait les détails de notre histoire, qui malgré tout ont leur importance. Et en effet, Bainville considérait d'un très mauvais œil la spécialisation historique qui, d'après lui, perdait l'historien dans le détail. Je vais me permettre de vous citer notamment un passage où il parle
où il parle de l'histoire de France de Lavis. C'est dans son journal. L'histoire de France de Monsieur Lavis a le défaut de tous les livres faits à plusieurs. La besogne a été partagée entre de nombreux universitaires, chacun écrivant un récit de la période qu'il a le mieux étudiée. Ce système, dit Bainville, procède de l'idolâtrie de la spécialité. Mais le résultat est une inégalité choquante entre ces divers essais, auxquels le brocheur paraît être seul à donner un lien. Alors Bainville est très sévère à l'égard de Lavis, de son histoire de France, mais elle procède, si vous voulez, cette sévérité procède de la volonté chez lui de chercher une continuité dans l'histoire. Et pour Bainville, l'histoire de France de Lavis est une histoire discontinue. Pour exprimer cette idée de continuité, au fond, ou en tous les cas, cette idée où il s'agit d'écarter le détail, eh bien, il y a tout particulièrement un personnage, Léon Daudet, qui, dans son livre du roman à l'histoire, a écrit après la mort de Bainville, en 1936. Eh bien, Daudet, qui était le meilleur ami de Bainville, termine son ouvrage par l'éloge du disparu. Et il présente très bien la méthode bainvillienne. Daudet écrit « L'immense succès de la magistrale histoire de France s'explique si l'on considère qu'elle comblait une lacune, celle d'un exposé parfaitement clair. » Entre l'histoire de France de Bainville et les tomes d'Ernest Lavis, eh bien, il y a une différence dans la clarté. L'histoire de deux peuples, continue Daudet, avait déjà montré ce don d'architecte que complète l'art parfait du sobre récit. L'art parfait du sobre récit. La méthode de Bainville, dit Daudet, est essentiellement critique et rectificatrice. Elle élimine tout le secondaire. Daudet compare en fait la prose de Bainville au jeu de Mikado. Vous savez, le jeu de Mikado que l'on appelait au début du siècle le jeu de joncher. Il s'agit de lever, à l'aide d'une petite baguette, d'autres petites baguettes mélangées entre elles et qui forment un tas. Il s'agit de lever, donc d'autres petites baguettes, sans ébranler l'ensemble. Bainville, dit Daudet, s'approche. Il s'approche avec sa fine aiguille de discernement à la main. Il dissocie, il soulève, il met à part tel motif général, telle raison, telle force ou circonstance initiale. Et surtout, il élimine le superflu, c'est-à-dire le détail. En quelques pages, en quelques lignes, l'inextricable écheveau se trouve ainsi délié. Bainville éclaire sans détruire le tout. Il décèle le fait majeur qui aura l'influence sur les événements. Sa sobriété ne retient que l'essentiel, et cet essentiel suffit à la compréhension de l'enchaînement des faits. Bainville va même plus loin dans son souci de simplifier ou de clarifier. Dans une petite plaquette intitulée « Comment on écrit l'histoire », il donne la définition de la muse Clio. Il donne donc la définition de l'histoire. Il dit « Avant tout, l'histoire est une abréviation. Il y a longtemps qu'on a dit que l'art de l'historien consistait à abréger, sinon on mettrait autant de temps à écrire l'histoire qu'elle en a mis à se faire. L'histoire, c'est, continue-t-il, une sorte de cône dont le présent est la base et qui va en s'amenuisant vers le passé. On pourrait presque dire que l'histoire, au lieu d'être l'art de se souvenir, est l'art d'oublier. Vous avez ici un paradoxe bainvillien qui est mêlé à une certaine ironie qui lui était propre et chère. L'histoire, au lieu d'être l'art de se souvenir, est l'art d'oublier. Et c'est parce qu'elle est l'art d'oublier que l'historien se doit d'y trouver la clé, d'y trouver le fil directeur. On en revient aux principes généraux contre le détail, contre le particulier et le secondaire. Et dégager un fil conducteur, l'histoire de France le fait. C'était son objectif, c'était l'objectif de Bainville. Ce fil conducteur doit être un moyen de discerner les renaissances, mais aussi les décadences. Là est le travail de l'historien. Je reprends son journal pour exprimer cette idée sur la Renaissance. Si je retrouve le passage, voilà. Le véritable historien
est celui qui, s'étant passionné pour le peuple dont il expose les destinées, frémit d'espoir quand il le voit partir pour la prospérité et pour la grandeur. Le véritable historien est celui qui s'afflige lorsque surviennent les décadences. Le succès, et surtout le succès durable, remplit l'historien d'une sorte d'enthousiasme sacré. Ce qui est beau, c'est ce qui se fait, et ce qui, ayant été fait, est maintenu. Ce qui se défait, au contraire, voilà la laideur, voilà la tristesse. On retrouve le conservatisme de Jacques Bainville. Alors Bainville, vous avez pu le constater à travers les 2 premières parties de cet exposé, lie l'histoire à la politique. C'est la 3e restauration. C'est la 3e restauration que je distingue après la restauration monarchique, après la restauration pédagogique. Eh bien, il y a la restauration politique de l'histoire. Je vous l'ai dit, toute la pensée politique de Jacques Bainville est dominée par le souci de comprendre et d'expliquer les choses pour avertir et pour prévenir les dangers d'une guerre, d'une invasion, d'une révolution ou bien de conflits intérieurs. Comprendre les faits, acquérir la clairvoyance et la prévoyance politique, ceci pour agir, dit Bainville, c'est la haute philosophie de l'action. L'art de gouverner un pays, l'art du politique, doit être soutenu par une connaissance approfondie de l'histoire. Dans la pensée bainvillienne, politique est d'ailleurs synonyme d'histoire. C'est pour ça que dans ma thèse, je n'ai pas pu écarter, comme je vous l'ai dit au début, l'histoire complètement. J'ai dû voir la pensée historique de Jacques Bainville. Dans la pensée bainvillienne, politique donc, est synonyme d'histoire. Dans son journal, le 29 octobre 1911, il écrit « L'histoire, c'est de la politique » ou bien encore « Il n'y a pas de politique nouvelle, il y a la politique tout court, fondée sur l'expérience historique, sur la connaissance des hommes. » Ainsi, la connaissance de l'histoire est pour l'homme d'État une nécessité, un outil de travail, ni plus ni moins, un laboratoire. Jacques Bainville se plaisait d'ailleurs à comparer l'homme politique qui ne connaît pas son histoire au médecin qui n'est allé ni à l'hôpital, ni à la clinique, qui n'a étudié ni les cas, ni les précédents. L'histoire, comme le dit le proverbe, doit être maîtresse de vie et de vérité. Il s'agit, pour l'homme politique, de faire une étude des précédents, permettant ainsi de mieux comprendre l'actualité telle qu'elle se présente. L'étude des précédents historiques permet aux politiques de déduire des constantes, de déduire des probabilités plus ou moins fortes. Ce sont les leçons de l'histoire. Alors, certes, Bainville temporise en notant qu'il est absurde de se laisser tyranniser, c'est son expression, par les analogies historiques. Elles ont leurs limites. Mais ce serait une erreur de les écarter. Ce serait avoir la vue bien courte et l'esprit petit que de ne pas voir comment, pour un même pays, les situations qui se représentent sont exactement semblables à elles-mêmes à travers les siècles. De cette observation, Bainville distingue 3 lois. La première loi est celle des conséquences. Bainville nous en donne la définition dans son Histoire de 2 peuples. Dans les mêmes cas, les mêmes manœuvres déterminent nécessairement les mêmes conséquences. Agissez, abstenez-vous, faites quelque chose ou ne faites rien, il y aura toujours des conséquences politiques. La deuxième loi résulte de la première. C'est la loi de dépendance ou de réversibilité. Bainville entend simplement, par celle-ci, expliquer que nous sommes ni plus ni moins tributaires de notre passé et que les générations sont solidaires les unes les autres. Le passé gouverne l'avenir, les générations dépendent les unes des autres, elles sont solidaires à travers le temps. Je reprends les maximes et réflexions de Bainville qui ont été compilées. Il écrit sur l'histoire. L'histoire est lente. Ses retours, ses méandres sont perfides. Mais une des pires illusions qu'une nation puisse entretenir consiste à penser qu'il est en son pouvoir, par sa seule volonté, d'échapper aux conséquences du passé. D'échapper, de déclarer efficacement que pour elle, tous les problèmes sont résolus et que, satisfaite de ce qui est, renfermée entre ses frontières, elle entend ne plus vivre que pour son compte. Cette illusion, qui a tenté presque toutes les démocraties, dit Bainville, a failli nous coûter notre existence nationale. Vous voyez, le mot important,
le mot important, pardon, c'est qu'on peut échapper aux conséquences du passé. La troisième loi et la dernière loi retenue par Jacques Bainville est la loi d'oubli. Alors là encore, avec toute l'ironie qui le caractérise, il écrit « Il est vrai que tout a été dit et qu'il n'y a ni sujet nouveau, ni idée nouvelle. Seulement ce qui a été dit a vite été oublié. Dès que les circonstances changent, les leçons s'envolent. Le pouvoir d'oublier, très fort chez les individus, l'est encore plus dans les sciences humaines. Il résulte de cette loi que chaque génération croit que le monde a commencé avec elle. Nous croyons toujours que tout est nouveau, alors que nous refaisons les expériences que les hommes des autres siècles ont faites et que nous repassons par les mêmes chemins qu'eux. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que les passions sont identiques à travers les âges. Les passions, mais aussi les intérêts qui guident les hommes. Ce qui change, ce sont les opinions et les circonstances. Ce qui ne change pas, ce sont les hommes et la géographie. On pourrait déceler derrière ces paroles un fatalisme, et Bainville d'ailleurs répétait souvent la phrase de Shakespeare, de Macbeth, « Le monde est une fable contée par un fou, avec un grand fracas de mots et de gestes, et qui signifie rien ». Le livre de chevet de Jacques Bainville était candide, en tous les cas un des livres de chevet était candide, Le meilleur des mondes était pour lui une belle illusion, d'autant plus que, comme le disait Voltaire, le gros du genre humain a été et sera toujours imbécile. Les plus insensés, continue Voltaire, sont ceux qui ont voulu trouver un sens à ces fables absurdes et mettre de la raison dans la folie. Et justement, Bainville, ce voltairien, réfuta cette idée. Il trouva un sens à l'histoire, un fil conducteur, comme il le dit, dans son Histoire de France. Je me redirige vers les maximes et réflexions de Bainville. L'histoire de France est celle de l'élaboration et de la conservation de notre pays à travers des accidents, à travers des difficultés. L'histoire de France est faite d'orages, venus de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ont failli 20 fois renverser la maison ou après lesquels il a fallu la reconstruire. La France, écrit Bainville, est une œuvre de l'intelligence et de la volonté. Alors Bainville n'était ni fataliste, ni déterministe, il pensait que l'on pouvait agir sur les événements. La France est l'œuvre d'une intelligence et d'une volonté. Bainville défend l'idée qu'il y a une très grande liberté, ou si l'on préfère, une plasticité dans l'histoire. Rien n'apparaît comme nécessaire et les possibilités qu'un événement trouve telle ou telle issue sont nombreuses. Dans son livre de contes, Bainville a écrit plusieurs contes, donc il n'est pas simplement historien et journaliste, mais aussi conteur. Eh bien, dans son livre de contes, La Tasse de Saxe, il soutient l'idée que rien n'est impossible, qu'il n'y ait pas de courant qui ne puisse se remonter. Dans son journal, le 7 mars 1912, il écrit « L'histoire est moins simple qu'on ne le croit d'ordinaire et il faut y faire la place la plus grande à l'initiative des hommes, plus petite à la fatalité. » Toujours dans le même texte, dans son journal, mais ceci dans les années 30, époque où la situation internationale était bien critique, il soutient la même idée. Les ravages, dit-il, que le fatalisme historique a produit dans la politique sont immenses. Il conduit à penser que les faits accomplis ayant été inévitables, non seulement il eût été vain de vouloir les empêcher, mais encore qu'il est impossible de les corriger ou les redresser. Donc Bainville pense que l'on peut corriger les événements, qu'on peut les redresser. Il n'y a pas chez lui de fatalisme, l'homme peut bien agir sur les événements. Alors chez Bainville, vous trouverez un pessimisme, mais le pessimisme n'est pas le fatalisme. L'histoire de France est là, au fond, pour le prouver. Si l'on n'avait pas cette confiance, ce ne serait même pas la peine d'avoir des enfants. Ce sont les derniers mots de l'histoire de France. Malgré les convulsions, malgré les guerres, malgré les crises et les décadences, il y a des renaissances, et ces renaissances se font dans l'ordre, dans le sens maurassien du terme, c'est-à-dire dans l'autorité. Alors, résumons-nous, malgré la loi d'oubli, la loi de dépendance et la loi des conséquences, l'homme politique, grâce à l'histoire, peut agir sur son milieu. Il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalisme, mais des probabilités.
et des probabilités, eh bien, doivent se prévoir. L'art du politique est d'agir sur les causes quand il en est encore temps, afin de maîtriser les conséquences. La politique, dit Bainville, consiste essentiellement à prévoir. Avoir une politique, cela consiste à essayer de prévoir les cas qui pourraient se présenter, à être prêt pour chacun d'eux et à concevoir clairement la manière de les traiter au point de vue de notre intérêt national. Une bonne politique doit être jugée non pas sur ses intentions, mais sur ses résultats. Et pour avoir de bons résultats, pour faire une bonne politique, il ne faut ni idée généreuse, ni passion, ni sentiment, mais du réalisme fondé sur l'expérience. L'expérience, dit Bainville, voilà le grand mot et le vrai maître. Et l'histoire est un vivier d'expérience. Nous sommes là, au cœur de la pensée de l'école d'action française, au cœur de l'empirisme organisateur. Et cette idée est très importante dans l'œuvre bainvillienne, parce qu'elle renvoie là encore à la lutte contre les idéaux, ou plutôt l'idéalisme républicain, qui a voulu imposer l'idée au XIXe siècle que depuis la Révolution française, l'humanité vivait dans le progrès en s'épanouissant dans la démocratie. En expliquant que l'histoire est une suite de renaissance et de décadence, Bainville, assez logiquement, et si vous me passez l'expression, refroidit les ardeurs républicaines de l'époque. Tout au long du XIXe siècle, des penseurs comme Tocqueville, comme Auguste Comte, avaient défendu la thèse d'une linéarité de l'histoire vers un progrès futur. Marx l'avait fait également. Emmanuel Kant aussi, avec son programme de paix perpétuelle. Au XXe siècle, c'est Pierre Teilhard de Chardin qui met cette idée de progrès perpétuel, qui inscrit ce progrès perpétuel dans le catholicisme. Eh bien, Bainville s'oppose à cette idée de progrès perpétuel qui n'est au fond qu'une théorie. Et alors, sur la théorie, il existe, ce sera mon dernier texte, il existe un excellent article de Bainville écrit en 1912 et qui a marqué l'histoire maritime. 1912, vous allez me dire ce qui se passe en 1912, c'est le Titanic. Voilà, et Bainville, évidemment, écrit sur le Titanic. Qui n'a pas écrit sur le Titanic? Et Bainville s'arrête sur un personnage. Ce personnage, c'est le télégraphiste Phillips. Et le télégraphiste Phillips, au moment où le bateau commence à couler, au moment où ses responsables lui demandent d'envoyer des SOS, etc., il se trouve que le télégraphiste Phillips, entre deux SOS, écrit à ses parents « Aucun danger, paquebot pratiquement insubmersible. » Aucun danger, paquebot pratiquement insubmersible. Et Bainville écrit « Insubmersible, le Titanic ne l'était pourtant que théoriquement. » Théorie, la théorie. Le Titanic ne l'était pourtant que théoriquement, et la pratique a bien montré comme la théorie était fragile. Mais qu'est-ce qu'il en savait, l'opérateur Phillips, que son paquebot était insubmersible? Absolument rien, sans doute. Ou du moins, rien d'autre chose que ce qu'on lui en avait dit, et qu'il répétait de confiance, comme les passagers, comme tous les passagers, que ce soit les passagers de première ou les émigrants de troisième. Et il faut bien que cela soit, dit Bainville. Il faut bien que nous croyions sur parole un très grand nombre de gens, constructeurs de bateaux, savants, médecins, astronomes, qui nous affirment telle ou telle chose, démontrable peut-être, mais dont l'immense majorité des hommes est incapable de se procurer ou d'entendre la démonstration. C'est-à-dire qu'en somme, la science n'a pas aboli la croyance. Au contraire, elle la nécessite autant que jamais. Le genre humain, dans notre siècle de mécanique, vit sur un fond de crédulité aussi solide qu'en aucun temps. Le Titanic pratiquement insubmersible. Cette petite phrase prouve que le télégraphiste Phillips et ses contemporains et ses compagnons d'infortune eh bien, sont morts au milieu d'une absence critique, d'esprit critique merveilleuse. Bainville, vous le voyez, rejette l'idée de la théorie imposée. Bainville n'avait rien du théoricien. Il n'a pas écrit, si vous voulez, de manuel à l'usage des hommes politiques. Il était étranger à tout système, à toute idéologie. Je pense qu'il aurait ri aujourd'hui de l'histoire de la grippe A, parce qu'en théorie, tout le monde devait tomber malade, et personne n'est tombé malade, ou trop peu. Il aurait ri, je pense, des théories catastrophistes sur la planète. Donc Bainville était
étranger à tout système, à toute idéologie, sans doute marqué par son époque. Il est né en 1879, c'est-à-dire 9 ans après la défaite de Sedan et la victoire de la Prusse contre la France. Il va en entendre parler toute sa jeunesse, donc il va être marqué par cette guerre. Et en étant marqué par cette guerre, après, il va revivre une autre guerre, la Grande Guerre de 14. Alors que tout le monde pensait que c'était la dernière, lui, il a compris qu'il y avait un danger pour un deuxième conflit. Donc son existence est marquée par ces guerres et par ces conflits. Et c'est à cause de ces 3 guerres qui ont jalonné son existence qu'il sombre dans un pessimisme qui confine parfois au nihilisme à la fin des années 20. Ne plus croire en rien. C'est le nihilisme. C'est une conclusion difficile, alors que Bainville voyait dans l'histoire des exemples de renaissance, des exemples de construction, d'édification d'une civilisation. La monarchie fut, pour lui, un des vecteurs de la préservation de cette civilisation. Et cette civilisation, il faut la transmettre. C'est un héritage. Ce qui a été conservé et sauvé ne l'a pas été en vain. Il est des œuvres et des pensées qui se prolongent au-delà de la tombe. Tels sont ces mots au crépuscule de sa vie, des mots prononcés à l'occasion de son discours de réception à l'Académie française en 1935. Pour qu'une œuvre se prolonge, elle doit donc être aimée, elle doit donc être transmise. Bainville nous en donne les moyens, c'est mon mot de conclusion. Il nous appelle, il nous demande de regarder le passé non pas avec une vision romantique et idéaliste, encore moins avec un regard matérialiste ou déterministe, mais il demande de regarder le passé avec réalisme. Bainville nous incite à être pour l'histoire et contre la mémoire. L'histoire analyse, l'histoire critique, elle conclut, elle tire des leçons. La mémoire, elle, sélectionne, elle réduit son champ d'analyse et elle cède à la mode du moment. L'histoire reconstitue, elle représente le passé. La mémoire, elle, évolue d'une façon permanente. Elle est liée uniquement au souvenir, à l'amnésie. Pire, la mémoire est vulnérable en étant sujette à toutes les utilisations et à toutes les manipulations. Alors à sa manière et en son époque, c'est-à-dire la nôtre, le moderniste, l'historien de Viry, qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours intellectuel, au fond nous demande la même chose. Il s'adresse à la jeunesse, et nous sommes tous des grands enfants, il s'adresse à la jeunesse, et à cette jeunesse, il lui demande de rester lucide, de rejeter l'amour exalté sans la connaissance. L'amour et la connaissance sont indissociables. Là se situe une des conditions de la Renaissance, là se situe la restauration de l'histoire et de son enseignement, surtout en cette époque où l'on parle d'identité nationale et de débat autour de l'histoire. Et sans cette Renaissance, sans cela, sans l'amour et la connaissance, la Renaissance, oui, ne serait qu'une chimère. Je vous remercie.